C'est brutal à entendre au début, surtout quand on a grandi avec cette sensation permanente d'être observé. Travailler dans la vente au détail a radicalement changé ma façon de voir le monde et les gens. On pourrait croire que ce genre de boulot, souvent considéré comme temporaire ou alimentaire, ne laisse pas de traces profondes. Mais pour moi, c'est tout le contraire. C'est là, entre les rayons, les caisses, les plannings chaotiques et les clients qui défilent, que j'ai réellement compris à quel point certaines personnes se sentent autorisées à maltraiter ceux qu'elles considèrent comme en dessous. Quand on travaille en retail, on découvre une vérité brutale. Beaucoup de gens pensent que le simple fait d'être client leur donne le droit d'être condescendant, agressif, voire carrément cruel. Des gens qui, dans un autre contexte, se présenteraient comme respectables, souriants, polis, deviennent soudain méprisants, impatients, inhumains dès qu'ils passent la porte d'un magasin. Et on est censé tout encaisser avec le sourire. Faire semblant que ce n'est pas grave. Que ce n'est rien de personnel. Mais ça l'est, en réalité. Parce qu'on se souvient toujours de ceux qui nous ont regardés de haut, qui ont crié pour une étiquette mal scannée, qui ont claqué leurs cartes sur le comptoir comme si on était des robots à leur service. Et parfois, ces gens-là ont des noms. Des visages qu'on voit plus tard sur des affiches, dans les journaux, en campagne pour des élections. Je n'oublierai jamais cette candidate au Sénat qui m'a traité comme un déchet alors que je faisais simplement mon travail. Pas de bonjour. Pas un regard humain. Juste du mépris. Une rage froide dirigée vers moi comme si j'étais coupable de son impatience ou de sa mauvaise humeur. J'étais un adolescent en colère, toujours sur la défensive, avec l'impression constante que tout allait de travers dans le monde et ça me rendait fou. J'avais cette attitude de dur à cuire, de mec qui ne se laissait marcher sur les pieds par personne, comme si montrer de la gentillesse ou de la douceur était un signe de faiblesse. Puis un jour, mon cousin, que je n'avais pas vu depuis des années, est venu passer quelques jours chez nous. Il venait d'une autre ville, il était tout l'opposé de moi, toujours souriant, léger, drôle sans forcer, souvent moqueur envers lui-même d'une manière qui mettait les autres à l'aise. Il complimentait les gens sans attendre quoi que ce soit en retour, et tout le monde l'adorait. C'était fou à quel point les gens gravitaient autour de lui. On aurait dit que sa seule présence rendait l'ambiance plus agréable, comme si son énergie changeait tout autour de lui. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il avait l'air vraiment heureux, profondément à l'aise avec qui il était. Je crois que c'est là que quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à remettre en question la personne que j'étais devenue, et j'ai compris que je n'étais pas obligé de continuer à me battre contre tout. J'ai choisi de revoir complètement mon attitude, de passer d'un regard sombre à un regard plus lumineux sur les choses. Et depuis ce jour, je n'ai jamais regretté ce changement. Ce qui m'étonne toujours, c'est à quel point des gestes simples, comme offrir un petit compliment sincère, peuvent transformer l'humeur de quelqu'un. Et encore plus surprenant, c'est de voir à quel point l'humeur est contagieuse. Quand les gens autour de toi sont heureux, il devient tout simplement plus facile de l'être aussi. Ma première confrontation à la mort en réanimation pendant mon internat, il y a de nombreuses années, a été celle d'un jeune étudiant percuté par une voiture alors qu'il traversait la rue. C'est moi qui ai réalisé l'examen de mort cérébrale. Je me souviens d'avoir passé ma main dans ses cheveux, ils étaient très épais, d'un noir profond. Et je me suis dit, ses cheveux ne deviendront jamais gris. C'était la fin pour lui, alors que tout venait à peine de commencer. Ce moment m'a frappé de plein fouet. Il n'y aurait pas de futur pour lui, pas de maturité, pas de vieillissement. Juste une ligne nette, coupée trop tôt. Depuis, quand je vois des signes du temps sur mon propre corps, comme les cheveux gris qui apparaissent doucement, les vergetures laissées par mes grossesses ou d'autres marques de l'âge, je ne ressens ni honte ni regret. Au contraire, je les aime bien. Pour moi, ce sont les preuves que j'ai eu la chance de rester ici, que j'ai eu le privilège de continuer à vivre, d'aimer, de changer, d'être témoin du passage du temps. Chaque trace est un rappel que j'ai eu ce que ce garçon n'a jamais vu, du temps. Et rien que pour ça, je suis profondément reconnaissante.
Se retrouver quasiment sans abri dans un pays étranger, sans argent, sans personne à qui parler, sans endroit où dormir, avec pour seul bien un sac contenant 2 tenues de rechange, ça bouleverse profondément ta manière de voir le monde. Quand tout ce que tu possèdes peut tenir sur ton dos, quand chaque nuit est une incertitude et que tu n'as plus aucune sécurité, tu te retrouves face à toi-même, dépouillé de tout ce qui pouvait te définir matériellement. Mais c'est justement dans ce vide que quelque chose de précieux émerge. Tu te rends compte que les objets ne te définissent pas. Que posséder des choses n'est pas un prérequis au bonheur. Tu apprends à apprécier des choses simples comme un repas chaud, un sourire sincère, un coin de calme pour dormir, un peu de chaleur humaine, même fugace. Et cette forme de dépouillement te montre à quel point notre société accorde de la valeur à l'accumulation, alors que l'essentiel, lui, est souvent invisible. À partir de là, ton regard sur la vie change. Tu comprends qu'il est tout à fait possible d'être en paix, voire heureux, sans rien d'autre que ta propre présence, ta capacité à avancer et à t'adapter. Ce genre d'expérience, aussi dure soit-elle, t'apprend que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais dans la façon dont tu choisis de continuer malgré tout. Se lancer dans les études et la pratique du métier d'infirmier ou d'infirmière, c'est entrer dans un monde où l'on est confronté, chaque jour, à ce que l'humanité a de plus dur mais aussi de plus beau. Tu vois des gens brisés par la douleur, la peur, la maladie, parfois au bord du gouffre, parfois pleins de colère ou complètement perdus, et tu dois rester présent pour eux malgré tout. Tu es témoin de la détresse la plus brute, mais aussi de gestes de tendresse inattendus, de forces incroyables qui émergent dans les pires moments, de familles qui se soutiennent, de patients qui luttent avec courage, et d'instants de grâce au milieu du chaos. C'est un métier qui te ramène à l'essentiel, qui te fait relativiser beaucoup de choses. Tu ne peux pas rester centré sur toi-même très longtemps, parce que chaque jour te rappelle à quel point la vie est fragile, et combien la compassion est nécessaire. C'est un travail qui t'ancre dans le réel, qui te vide parfois de ton énergie, mais qui te remplit aussi d'une forme d'humanité que peu de professions offrent avec autant d'intensité. Et malgré l'épuisement, les nuits blanches, les moments où tu doutes, tu continues, parce que tu sais que ce que tu fais compte. Tu sais que tu fais une différence, parfois minuscule, parfois immense, mais toujours réelle. Et ça, c'est ce qui te tient debout. Quand j'ai commencé à sortir avec mon ex, ma vision du monde a commencé à changer profondément. Elle avait grandi dans une réserve et travaillait 2 emplois pour pouvoir payer ses études dans un petit collège communautaire. De mon côté, j'avais toujours avancé dans la vie sans vraiment d'obstacles, et je gagnais déjà 4 fois plus qu'elle, alors qu'elle cumulait 2 boulots. Et pourtant, malgré tous ses efforts, elle avait encore besoin des bons alimentaires pour s'en sortir. Elle n'était pas paresseuse, loin de là. Elle se battait pour avoir une éducation, pour se construire un avenir, mais elle vivait en permanence dans une forme de précarité. C'est en vivant à ses côtés que j'ai commencé à voir les choses autrement. J'ai compris que ce n'était pas juste une question de volonté ou de motivation. Elle avait toutes ses qualités, mais elle n'avait pas eu les mêmes chances que moi. Moi, j'avais bénéficié de tout un réseau, d'un entourage, d'un nom, de relations qui ouvraient des portes sans même que je m'en rende compte. C'est cette prise de conscience qui m'a poussé, pour la première fois cette année-là, à voter pour un candidat démocrate. Toutes les idées que j'avais entendues depuis l'enfance sur le fait qu'il suffit de se retrousser les manches pour réussir se sont écroulées. Je me suis rendu compte à quel point j'avais grandi dans un monde où certaines choses m'avaient été offertes, parfois de manière invisible, pendant que d'autres devaient se battre pour obtenir le strict minimum. Et cette réalité-là, je ne pouvais plus l'ignorer. Mon père, c'est une personne à part. Ma mère, elle, a toujours été très investie dans le christianisme, très sérieuse à propos de l'Église, de la prière, de la Bible, et toute ma jeunesse a été rythmée par cette rigueur religieuse. Pendant 16 ans, c'était ça, tout le temps. Prier, aller à l'église, suivre les règles, ne jamais poser de questions. C'était lourd, parfois étouffant, et je n'avais pas vraiment d'espace pour penser autrement. Et puis, à côté de ça, il y avait mon père. Complètement à l'opposé. Lui,
Il lit des livres taoïstes, il ne crie jamais, il ne se met jamais en colère. Il est calme, posé, toujours dans une sorte de paix intérieure, comme s'il était en harmonie avec quelque chose de plus grand. Il parle souvent du cosmos, il remercie la vie, l'univers, sans jamais chercher à imposer sa vision. Il prend les choses comme elles viennent. Quand je suis stressé ou perdu, il me dit que ce qui doit arriver arrivera, et que chaque chose vient en son temps. Rien ne sert de forcer, il faut simplement être là, présent, et laisser la vie faire son travail. En grandissant, en parlant plus avec lui, j'ai commencé à voir le monde autrement. Ce n'était plus juste noir ou blanc, péché ou salut. J'ai compris qu'il existe d'autres façons de vivre, d'être spirituel, de trouver un sens à ce qu'on vit. Les conversations que j'ai eues avec lui m'ont ouvert l'esprit d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et je pense que c'est cette douceur, cette confiance tranquille qu'il a dans la vie, qui m'a permis de commencer à penser par moi-même, au lieu de suivre simplement ce qu'on m'avait imposé. Mon mari est mort, environ 1 an après qu'on ait enfin atteint la plupart de nos objectifs. On avait de bons boulots, on s'était mariés, on avait notre maison, nos enfants. On avait construit ce futur dont on avait toujours rêvé, étape par étape, avec patience et espoir. Et puis, un jour de Noël, tout s'est effondré. J'ai perdu mon meilleur ami, mon confident le plus proche, l'amour de ma vie. Et avec lui, j'ai aussi perdu tout ce futur qu'on avait imaginé ensemble pendant des années. C'était comme si toutes mes plus grandes peurs s'étaient réalisées en même temps, sans aucun avertissement. Et pourtant, je suis encore là. J'ai survécu à ce qui me semblait insurmontable. La vie n'est pas parfaite, elle ne l'est plus depuis, elle n'est pas toujours heureuse, mais elle continue. Et moi aussi. J'ai affronté les pensées les plus sombres, les angoisses les plus profondes, les nuits sans sommeil, et malgré tout, je me suis relevé. Aujourd'hui, je n'ai plus vraiment peur de quoi que ce soit. Alors maintenant, quand je dois parler à des inconnus, passer un entretien d'embauche, dire ce que je ressens vraiment même si ça peut déranger, je le fais. Parce que je n'ai plus envie de me cacher, plus envie de retenir mes mots ou de craindre un rejet. Quel est le pire qui pourrait arriver? Que je perde tout ce que j'aime. C'est déjà arrivé. Et j'ai survécu. Alors aujourd'hui, je vis, aussi simplement que possible, avec la certitude que même si tout ne se passe pas comme prévu, on finira toujours par trouver un moyen d'avancer. Le chômage. J'ai perdu un emploi dans l'industrie manufacturière qui était extrêmement bien payé à cause d'une réduction des effectifs il y a quelques années, et cela m'a terrifié. Le salaire de départ dans toutes les autres usines de la région était largement inférieur à la moitié de ce que je gagnais auparavant, j'y travaillais depuis longtemps, et je pouvais à peine nourrir ma famille. J'avais peur que cette situation devienne la norme pour le reste de ma carrière dans ce secteur. J'étais un fainéant dans tous les sens du terme. Je me contentais toujours du strict minimum, je faisais plus d'efforts pour éviter le travail que pour l'accomplir, et je ne cherchais jamais à évoluer ni à m'améliorer. Assis à la maison, sans eau chaude, sans nourriture dans le frigo, avec mes enfants portant des vêtements et des chaussures qu'on nous avait donnés parce qu'on ne pouvait pas se les permettre, regardant ma femme partir pour son emploi au salaire minimum pendant que mes allocations chômage s'épuisaient lentement, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi et je suis retourné à l'école. 7 ans plus tard, je suis sur le point de terminer mon MBA et je gagne presque le double de ce que je gagnais dans le bon emploi d'avant. J'ai aussi beaucoup plus de sécurité, car même si je perdais mon emploi aujourd'hui, je sais qu'il ne me faudrait pas longtemps pour en retrouver un autre. Peut-être même un meilleur. Qu'est-ce qui t'a fait complètement changer de perspective sur la vie? Frôler la mort. 1 ou 2 fois. Peut-être 3. Et d'autres moments où les choses se sont rapprochées bien trop dangereusement. Quand tu vis la guerre, tu vis au jour le jour, instant après instant. Chaque bon moment devient le meilleur moment, peut-être même le dernier. Et ils arrivent sans prévenir. Je regardais une vidéo, on voyait un groupe de soldats britanniques se préparer pour une attaque attendue. Tout le monde était occupé, creusait,
vérifier ses armes. Et là, un tir de RPG a sifflé au-dessus d'eux et a explosé juste derrière. Tous les soldats ont levé la tête, ont vérifié si leurs potes allaient bien, s'ils allaient bien eux-mêmes, et se sont mis à rire. Tous. Moi aussi, juste en regardant la vidéo. Ce n'est pas drôle, à proprement parler. C'est un moment de joie. Du genre, alors voilà. Je suis vivant. Tous les miens sont vivants. C'est bon d'être en vie. Ça semble fou, non? Mais ça ne l'est pas. On va tous mourir. À n'importe quel moment. Je le sais. Tous ces soldats le savent. Mais ici, aux États-Unis, chaque personne que je croise est immortelle. Personne n'agit comme si sa vie pouvait s'arrêter. Jamais. Et ils y tiennent, en plus. Parler de la mort, c'est vu comme quelque chose de sinistre. Mais ce n'est pas le cas. La mort, c'est ce qui donne tout son sens, toute sa joie aux instants éphémères de la vie. La vie n'est pas éternelle. Si tu fais comme si elle l'était, tu passes à côté. N'importe quel jour, n'importe quel moment peut être le dernier. C'est vrai. Ce n'est pas horrible, c'est juste un fait. Un lieutenant des marines m'a dit un jour qu'on devrait prendre le petit déjeuner avec sa propre mort. Tous les jours. Il l'a dit dans l'idée que, si tu fais ça, même un verre de courvoisier dans la jungle aura un goût bien meilleur. J'étais complètement coincé dans ma vie. 3 ans dans la même entreprise, aucun avancement, une seule petite augmentation, aucune promotion. Avec ma fiancée, ma copine à l'époque, on galérait juste pour vivre. Pendant des mois, c'était des pâtes et de la sauce tous les soirs. J'ai compris que je devais changer les choses. Grâce à un ami, j'ai décroché un entretien dans une petite entreprise qui fabrique des meubles de luxe pour les ultra-riches. 25 employés, des meubles à plusieurs milliers de dollars, vendus à des milliardaires. J'avais retourné mon CV dans tous les sens. Révisé les questions d'entretien pendant des jours. Cherché un maximum d'infos sur la boîte. Et malgré tout ça, je ne me sentais pas prêt. Alors j'ai ouvert YouTube et j'ai tapé discours motivation. Il m'a fallu un moment pour en trouver un qui me parle, mais celui-là a fait le déclic. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me suis jamais senti aussi prêt à réussir un entretien que ce jour-là. Je l'ai écouté plusieurs fois ce soir-là, puis en boucle pendant les 30 minutes de route jusqu'à l'entretien. Ce jour-là, j'ai rencontré un consultant qui travaillait pour le patron depuis 15 ans. L'entretien était un jeudi. Après les questions, il n'a pas hésité à planifier un autre rendez-vous pour que je rencontre le patron, prévu pour le samedi. En plein milieu de cette deuxième rencontre, le patron s'est arrêté, m'a tendu la main et m'a offert le poste. Il m'a envoyé un email officiel le dimanche, avec le salaire et les responsabilités. Le YouTuber qui a posté ce discours est toujours actif, même si sa chaîne est petite. Je regarde tout ce qu'il publie. Chaque fois que je l'écoute, je me sens remotivé. Et quand la vie devient dure, je pense juste, putain de château de sable, et je me remets au boulot. Ça va sûrement sonner comme un délire de hippie, mais les psychédéliques. La meilleure façon de décrire ce qu'ils m'ont apporté, c'est qu'ils offrent une vision extrêmement objective des choses. Grâce à ça, j'ai pu comprendre ce qui est vraiment important et comment devenir une meilleure personne. Je ne suis pas religieux, et la peur de la mort a toujours été présente en moi. Les psychédéliques m'ont aidé à y faire face et à l'accepter. Ils ont radicalement changé ma philosophie de vie. Désormais, je cherche à vivre un maximum d'expériences tant que j'en ai la chance, à saisir toutes les opportunités qui se présentent. Ils m'ont aussi fait réaliser que la grande majorité des problèmes que je rencontre au quotidien deviennent, au bout d'une semaine, juste des anecdotes drôles. Ça m'a énormément détendu et permis de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Ils m'ont également rendu beaucoup plus empathique. J'ai pris des champignons pour la première fois environ 2 mois après un voyage en Haïti, mon tout premier en dehors du monde occidental. La combinaison de ces deux expériences m'a permis de comprendre que l'empathie,
ce n'est pas juste avoir de la peine pour les gens qui ont une vie difficile. C'est comprendre leur point de vue, leur culture, leur éducation, et voir comment tout cela façonne leurs décisions et leur vision du monde. Ça ne veut pas dire excuser les mauvaises actions, mais comprendre d'où elles viennent, et ça, c'est fondamental. Et puis, ils m'ont appris à apprécier les petites choses. Tu te souviens quand tu étais gamin, et que participer à la préparation du dîner ou avoir une brosse à dents qui s'allume, c'était genre le sommet de la joie et de l'émerveillement? Les psychédéliques te ramènent à ce sentiment-là. Tout devient fascinant, beau, intense. C'est comme si tu redécouvrais le monde. Cet émerveillement s'estompe après le trip, bien sûr, mais l'idée que l'on passe à côté de tellement de choses chaque jour, elle, reste. Au final, les psychédéliques ne te changent pas ou ne te rendent pas meilleur en soi. Mais pendant un moment, ils font tomber tes filtres, tes jugements, ton cynisme. Ils te permettent de voir ta vie avec des yeux neufs, et souvent, ce regard-là te pousse à évoluer. Tu sais, on dit qu'on juge les autres sur leurs actions, mais nous-mêmes sur nos intentions. Eh bien, les psychédéliques te mettent dans la peau de quelqu'un d'autre, qui observe ta vie de l'intérieur. Tu es confronté à tes actes, sans pouvoir te cacher derrière tes bonnes intentions. Parfois, ça peut être inconfortable, c'est souvent comme ça qu'un bad trip commence, mais c'est presque toujours bénéfique. Mon colocataire à l'université était quelqu'un de génial. On pourrait presque dire qu'il cochait toutes les cases du bon ami. Il jouait aux jeux vidéo avec passion, il étudiait sérieusement, il avait un sens de l'humour qui mettait tout le monde à l'aise. On allait souvent déjeuner ensemble entre deux cours, et il lui arrivait régulièrement de payer pour nous deux sans rien demander. Il était comme ça, généreux, discret, un peu en retrait parfois, mais jamais de manière inquiétante. Juste le genre de personne qui fait les choses pour les autres sans en parler, sans vouloir qu'on le remarque. Un matin, tout a basculé. Il s'est jeté dans le vide depuis notre immeuble de résidence. On vivait tout en haut d'un bâtiment de 20 étages, et ce jour-là, il a brisé une fenêtre pour en finir. C'est sur le chemin du retour d'un de mes cours que j'ai vu les rubans de police, les voitures, les visages choqués, figés. J'ai compris sans qu'on me le dise. Ce moment a gravé une ligne dans ma vie. Avant, je pensais que certaines choses ne touchaient que les autres, ou qu'on avait toujours le temps de repérer les signes, d'agir à temps. Après, j'ai compris à quel point la vie est fragile. Un jour une personne est là, partage un repas, rit avec toi. Le lendemain, il ne reste que le vide, le choc, les questions sans réponse. Ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas seulement son geste, ni même la douleur sourde qu'on ressent dans les jours qui suivent un tel drame. C'est ce que j'ai entendu le lendemain, dans les couloirs, alors que je me rendais une fois encore en cours. Deux étudiants riaient en parlant de ce qui s'était passé. C'était léger, moqueur, insensible. Comme si la souffrance était un spectacle, un sujet de blague entre deux commentaires sur un devoir ou un match de foot. Ce n'est pas seulement cruel, c'est symptomatique de quelque chose de beaucoup plus large. La dépression est une maladie réelle et violente. Et pourtant, même aujourd'hui, en 2025, on vit encore dans une société où elle est banalisée, ignorée, tournée en dérision. On attend souvent des gens qu'ils montrent des signes visibles, qu'ils crient à l'aide d'une manière qu'on juge crédible. Mais la souffrance ne se montre pas toujours comme on l'attend. Elle se dissimule parfois derrière un sourire, un trait d'humour, un geste de gentillesse. Mon colocataire, avec toute sa générosité, son intelligence, son calme, portait quelque chose de bien plus lourd que tout ce que j'aurais pu deviner. Ce poste n'est pas une simple anecdote. C'est un cri de rage et de tristesse face à un système, une culture, une mentalité qui échoue encore à traiter la santé mentale avec la gravité qu'elle mérite. Il est temps qu'on arrête de traiter les personnes dépressives comme si elles n'étaient pas assez fortes ou pas reconnaissantes de ce qu'elles ont. Il est temps qu'on écoute vraiment, qu'on apprenne à voir au-delà des apparences. Parce qu'on ne sait jamais ce que vit l'autre, même s'il semble tout avoir. Et parce qu'un simple geste, une conversation, une écoute sincère peuvent parfois faire la différence. J'étais encore à l'école quand mon professeur d'enseignement religieux a tenu quelque chose qui allait changer ma manière de voir le monde.
Il a levé une Bible devant nous, comme c'était courant dans une école catholique. On s'attendait tous à une leçon classique, à une explication sur la foi, la morale ou les évangiles. Mais ce qu'il a dit ce jour-là n'avait rien de conventionnel. Il a dit, d'un ton calme mais ferme, ce qu'il y a dans ce livre, ce sont les mots de Dieu, mais écrits par des hommes. Et l'homme a un agenda. Cet agenda peut être influencé par la société dans laquelle il vit, par son époque, par ses convictions. Alors ne prenez pas tout ce qui est écrit ici comme des faits absolus. Interrogez. Remettez en question. Et dans une école catholique, ce genre de déclaration sonnait presque comme un blasphème. Pourtant, ce moment a déclenché quelque chose d'immense en moi. Une sorte de brèche dans un mur que je pensais solide et définitif. Ce mur, c'était celui des croyances qu'on m'avait inculquées, des valeurs qu'on m'avait apprises comme étant universelles, incontestables. Je me suis mis à remettre en question tout ce que je pensais savoir. D'abord la religion, évidemment. Mais très vite, cette remise en question s'est étendue à la société dans son ensemble. Pourquoi croit-on certaines choses? Qui décide de ce qui est normal, juste, sacré? À quel moment cesse-t-on de penser par soi-même pour simplement suivre ce qu'on nous dit? Et surtout, qu'est-ce qu'on perd quand on cesse de questionner? Je me suis aussi interrogé sur moi-même. Sur mes propres croyances, mes automatismes, mes jugements. Ce que je pensais être mes opinions n'étaient peut-être que des reflets de ce que l'on m'avait appris à penser. J'ai compris qu'on pouvait croire quelque chose toute sa vie et que cela ne le rendait pas vrai pour autant. Que la foi ne devrait jamais être une chaîne mais une exploration. Que le doute n'est pas l'ennemi de la spiritualité mais peut en être le point de départ. Ce professeur ne nous a pas dit de rejeter nos croyances. Il nous a dit d'avoir le courage de les examiner. Et dans un cadre religieux où le doute est souvent vu comme une faiblesse, c'était un acte profondément audacieux. Il nous a enseigné quelque chose de bien plus grand que les textes sacrés, l'autonomie intellectuelle. La sobriété. C'est peut-être le mot le plus simple et le plus puissant que je puisse écrire aujourd'hui. Un mot que j'avais presque rayé de mon vocabulaire à une certaine époque, tant il me semblait lointain, irréaliste, réservé à d'autres, à ceux qui avaient leur vie en ordre. Pour moi, pendant des années, être complètement saoul tous les jours était la norme. C'était devenu une habitude, un réflexe, un mode de vie. Pas une fête. Pas un moment de relâchement. Juste une réalité constante. Et je ne parle pas ici de quelques soirées arrosées, ou de ces périodes d'excès que beaucoup traversent. Non. Je parle d'années entières où l'alcool dictait le rythme de mes journées. Où mes décisions, mes relations, ma santé, ma perception de moi-même étaient en grande partie façonnées par cette brume permanente dans laquelle je vivais. Je me réveillais dans un corps qui ne m'appartenait plus, dans une tête que je ne reconnaissais plus. Et à force, on finit par se persuader que c'est ça, la vie. Qu'il n'y a pas d'autre version possible. Puis, un jour, je me suis arrêté. Pas comme dans un film, sans grand discours ni moment héroïque. Juste un matin, une prise de conscience sourde, usée par les années, mais assez forte pour enclencher quelque chose. Et depuis, presque 3 ans se sont écoulés sans une seule goutte. Ce que je vis depuis, c'est une métamorphose. Je ne vais pas enjoliver les choses, ce n'est pas magique, ce n'est pas facile, ce n'est pas un conte. C'est un chemin raide, inconfortable, qui te force à affronter tout ce que tu avais anesthésié pendant des années. Tes émotions, tes regrets, tes blessures, ta honte, tes colères. Mais c'est aussi un chemin qui offre quelque chose d'inestimable, la clarté. La sobriété a changé ma manière de voir la vie. Elle a aussi transformé la manière dont je gère les situations, petites comme grandes. Avant, ma réponse à la moindre contrariété était de fuir dans l'alcool. Aujourd'hui, j'essaie d'être présent. J'essaie d'écouter, de comprendre, de rester calme. Parfois j'échoue, évidemment, mais au moins je suis là, lucide, responsable. Et surtout, cela a changé la façon dont je me traite, moi. Pendant longtemps, je me détestais en silence. Je me punissais sans cesse, en me détruisant à petit feu. Aujourd'hui,
je ne vais pas prétendre que je m'aime pleinement, mais je peux dire que je me respecte. Que j'essaie de me traiter comme une personne qui mérite de vivre, de respirer, d'évoluer. Et rien que ça, c'est énorme. On m'avait toujours dit que j'avais tout pour aller bien. Des années de thérapie, des proches aimants et présents, une carrière qui avançait dans le sens que j'espérais. Vu de l'extérieur, ma vie ressemblait à une sorte de réussite discrète. Et pourtant, à l'intérieur, c'était un combat constant. Minute après minute. Sans répit. Quand je dis constant, ce n'est pas une exagération. Imaginez le pire moment de panique que vous ayez jamais vécu. Ce genre de moment où votre cœur tape dans votre poitrine, où votre respiration se bloque, où tout semble s'effondrer et perdre sens. Maintenant, imaginez que cet état ne s'arrête jamais. Qu'il devient votre nouvelle normalité. Que vous vous réveillez avec, que vous vivez avec, que vous vous endormez avec. Voilà ce que c'était. Il n'y avait pas d'échappatoire. Pas de moment de répit, pas de trou d'air pour respirer un peu. Peu importe les mots rassurants des autres, peu importe les réussites ou les moments heureux en surface, rien ne filtrait à l'intérieur. Tout était noyé dans cette tension permanente, dans cette détresse sans nom. À force, même la notion d'espoir avait disparu. J'avançais mécaniquement. Comme si mon corps et mon esprit étaient détachés l'un de l'autre, chacun tirant de son côté sans jamais s'aligner. Un jour, presque par automatisme, épuisé et sans grande conviction, je suis allé voir mon médecin. Je lui ai parlé. Je n'avais plus rien à perdre. Il m'a prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques. J'ai pris l'ordonnance comme on accepte une bouteille jetée à la mer. Avec détachement. Sans y croire. Et pourtant, j'avais tort. Profondément tort. Parce que, petit à petit, jour après jour, quelque chose a commencé à changer. Subtilement d'abord. Un peu plus de clarté. Un souffle un peu plus profond. Moins de larmes, moins de tension dans la poitrine. Pas une guérison. Pas une transformation radicale. Mais une réappropriation. Un espace de respiration. Une possibilité de reprendre un semblant de contrôle. Je ne vais pas prétendre que tout est parfait aujourd'hui. Il y a encore des hauts, des bas, des jours difficiles. Mais ce ne sont plus des abîmes. Ce ne sont plus des gouffres dont je ne pensais jamais sortir. C'est supportable. C'est humain. Et surtout, c'est vivable. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que les médicaments ne sont pas une faiblesse. Ce ne sont pas une échappatoire facile. Ce sont un outil. Un soutien. Parfois, c'est ce qu'il faut pour que les autres formes d'aide, la thérapie, le soutien familial, les efforts personnels, puissent enfin porter leurs fruits. Ce n'est pas tricher. Ce n'est pas renoncer. C'est se donner une chance. Il y a un film qui a littéralement redéfini ma façon de voir la vie secrète de Walter Mitty. Pas un blockbuster rempli d'action ou de rebondissements spectaculaires. Pas un drame bouleversant. Juste un film simple, sincère, un peu doux amer, mais qui m'a frappé au cœur avec une force que je n'aurais jamais anticipée. Avant ce film, ma vie ressemblait à celle du personnage principal. Un boulot sans saveur, des journées qui se répètent, un quotidien qui donne l'impression d'être suspendu entre deux points sans jamais avancer. Le genre de routine qui vous anesthésie lentement mais sûrement. Ce n'était pas dramatique, pas tragique. Juste fade. Sans relief. Sans couleur. Et dans ma tête, comme Walter Mitty, je vivais ailleurs. Je m'évadais dans mes pensées, je m'inventais des aventures, je fantasmais des discussions que je n'aurais jamais le courage d'avoir dans la réalité. J'étais un rêveur coincé dans un monde qui ne laissait aucune place au rêve. Puis j'ai vu ce film. Et il y a eu ce basculement. Un moment où Walter, qui jusque-là s'était contenté de rêver, décide d'agir. Pas pour impressionner quelqu'un. Pas pour fuir. Juste pour vivre. Pour se vivre.
Il sort de sa coquille, prend des risques, traverse des paysages qu'il n'aurait jamais imaginé voir autrement que dans sa tête. Et à travers lui, j'ai compris quelque chose de fondamental, l'aventure n'est pas forcément ailleurs. Elle est dans la décision de ne plus rester figé. Dans le refus de laisser la peur dicter nos choix. Depuis ce jour-là, j'ai pris des risques que je n'aurais jamais osé envisager avant. Des voyages que j'avais toujours repoussés. Des discussions que j'avais évitées. Des projets que je n'osais même pas formuler. Est-ce que tout s'est toujours bien passé? Bien sûr que non. Mais pour la première fois, je me suis senti vivant. Présent. Acteur de ma propre vie. Ce film ne m'a pas juste fait rêver. Il m'a donné la permission de croire que le changement est possible, même à partir d'une vie banale. Que les grands tournants ne naissent pas toujours d'événements spectaculaires, mais parfois d'un simple déclic. Une prise de conscience. Pourquoi pas? On sous-estime souvent l'impact qu'un film, une histoire, une phrase peut avoir. Mais ce film m'a offert quelque chose d'immense, une vision différente de ce que peut être l'existence. Pas une fuite vers l'irréel, mais une invitation à transformer l'imaginaire en action. Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est un petit pas dans le vide pour découvrir que le monde ne demande qu'à nous accueillir. Il y a une vérité brutale que j'ai fini par accepter au fil des années, le monde regorge de gens médiocres convaincus d'être exceptionnels. Pas parce qu'ils le sont vraiment, mais parce qu'ils ont appris à compenser l'absence de substance par un excès de discours. Ils parlent fort, prennent toute la place, vendent leur image comme s'ils étaient des produits de luxe alors qu'ils n'ont, au fond, rien construit, rien prouvé, rien vraiment vécu qui justifie tant d'assurance. Et ce qui est le plus fatigant, ce n'est même pas leur présence. C'est leur efficacité. Leur capacité à se hisser dans des sphères où d'autres, plus compétents, plus lucides, plus discrets, restent dans l'ombre. Tout simplement parce qu'ils maîtrisent l'art de l'illusion, de la posture, de l'emballage. Ils parlent de projets qu'ils ne mèneront jamais à terme. De talents qu'ils ne possèdent pas. D'ambitions qui ne servent qu'à impressionner temporairement. Et dans ce bruit constant, ceux qui agissent vraiment finissent par se faire oublier, étouffés par les déclarations creuses des bavards chroniques. Il y a cette loi silencieuse que beaucoup comprennent trop tard, plus quelqu'un parle de ce qu'il va faire, moins il est probable qu'il le fasse. L'excellence ne crie pas. La compétence ne se vante pas. Ceux qui font vraiment les choses n'ont pas le temps de les annoncer à tous les coins de rue, ils sont occupés à les réaliser. Ce besoin compulsif de reconnaissance, cette inflation permanente de l'ego, ce marketing personnel débridé, c'est devenu une norme. Comme si l'apparence de réussite suffisait à tenir lieu de mérite. Comme si le vernis importait plus que la matière. Mais au fond, on le sait tous, le vrai respect ne se mendie pas avec des mots. Il se gagne dans le silence du travail bien fait, dans la constance, dans les résultats tangibles. Et ce n'est pas une croisade contre ceux qui osent s'exprimer, qui partagent leurs ambitions ou qui se projettent avec confiance. Non. Ce n'est pas le fait de parler qui est en cause. C'est l'écart entre ce qu'on proclame et ce qu'on incarne. C'est cette dissonance entre le discours et la réalité qui finit par tout fausser. Alors je garde cette phrase comme un mantra personnel, fais-le. Ne le dis pas, laisse les résultats parler pour toi. Laisse les actes construire ton image. Parce qu'au final, ce sont les traces qu'on laisse derrière nous qui comptent, pas les slogans qu'on crie pour se rassurer. Il y a des moments dans la vie où tout s'aligne sans avertissement. Pas de grandes révélations théâtrales, pas de musique en arrière-plan comme dans les films. Juste un instant de calme, presque banal, et pourtant, tout change. Pour moi, ce moment est arrivé un matin, sans fanfare. Je me suis réveillé à côté d'elle, ma compagne depuis quelques années à l'époque, et pendant que je pensais machinalement à ma journée à venir, quelque chose m'a frappé de plein fouet. Chaque jour passé avec elle est tout simplement meilleur que n'importe quel jour passé sans elle. Et ce n'était pas une pensée romantique au sens cliché du terme. C'était une vérité, brute, limpide. Un fait que je ne pouvais plus ignorer. Il n'y avait pas de conditions, pas de mise en scène.
Juste cette évidence, si j'ai la chance, dans cette vie, de pouvoir continuer à être avec elle, alors il serait pure folie de ne pas tout faire pour que ça dure. Pas par peur de la solitude. Pas par attachement confortable. Mais parce qu'elle était devenue mon centre de gravité, le filtre à travers lequel tout le reste de ma vie commençait à prendre sens. Cette prise de conscience a réorienté bien plus que ma relation. Elle a recentré ma manière de voir le monde, de prendre des décisions, de hiérarchiser mes priorités. J'ai commencé à regarder ma vie non plus comme une suite de projets individuels, mais comme quelque chose de partagé. Où je voulais réussir, oui, mais jamais au détriment de nous deux. Où je voulais m'accomplir, mais toujours d'une manière qui enrichissait aussi ce que nous étions ensemble. Aimer, dans ce sens-là, ce n'est pas juste une émotion. C'est un point d'ancrage. C'est un miroir qui te renvoie une version de toi-même que tu veux devenir. Quelqu'un de plus attentif. De plus patient. De plus engagé. Aimer vraiment quelqu'un, c'est vouloir être meilleur pour cette personne. Et pour soi-même, aussi. Depuis ce jour-là, il y a eu d'autres réveils, d'autres matins, parfois joyeux, parfois tendus, comme dans toute vie partagée. Mais il y a toujours cette même pensée, quelque part en arrière-plan, je ne veux pas vivre cette vie sans elle. Et savoir cela, vraiment le savoir au fond de soi, c'est peut-être la chose la plus simple et la plus profonde que j'ai jamais comprise. L'acide a radicalement changé ma façon de voir le monde. Ce n'était pas juste un trip, pas juste une expérience psychédélique à cocher sur une liste. C'était une rupture nette avec tout ce que je pensais savoir sur la réalité, sur les gens, sur moi-même. Ce que j'ai vécu pendant cette expérience ne se limite pas à des couleurs vives ou des formes étranges. Ce n'était pas spectaculaire au sens hollywoodien. C'était révélateur. La première chose qui m'a frappé, c'est à quel point tout tourne, au fond, autour de la recherche du bonheur. Pas le bonheur naïf, celui qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les publicités. Je parle du vrai bonheur, celui qui se glisse discrètement dans les gestes les plus simples. Et ce qui est fascinant, c'est que même les comportements les plus tordus, les plus destructeurs, les plus absurdes peuvent souvent se relier à une tentative mal orientée de trouver ce bonheur, ou du moins un soulagement, un apaisement. L'acide m'a fait voir le monde comme un organisme vivant, et non comme une série de cases à cocher. J'ai commencé à remarquer des détails que j'ignorais complètement avant. Les textures d'un rocher, les micro-variations de lumière sur une feuille, le bord flou des nuages dans un ciel d'été. Ce sont des choses que j'avais littéralement vues des milliers de fois, sans jamais vraiment regarder. Sous acide, ces détails prenaient vie. Pas de manière exagérée ou mystique, mais comme si on me retirait un voile des yeux. Comme si le monde m'avait toujours chuchoté qu'il était beau, mais que je n'avais jamais pris le temps d'écouter. Mais au-delà de l'esthétique, c'est la simplicité qui m'a marqué. Je ne parle pas d'un simplisme naïf. Je parle de cette idée que, malgré toute la complexité apparente, la société, les systèmes, les conflits, la technologie, les attentes, le cœur de l'existence est étonnamment simple. Il bat au rythme de sensations humaines de base, l'envie d'être bien, de se sentir connecté, de ressentir, de comprendre. Tout le reste, c'est souvent une couche en trop, une distraction. Je ne suis pas devenu une autre personne après cette expérience. L'expérience m'a montré que le monde n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à explorer. Et parfois, pour découvrir la profondeur des choses, il suffit simplement de regarder un caillou. Pendant ma première année à l'université, je suis devenu, presque par accident, le gars à qui on parle. Celui qu'on vient voir tard le soir quand on ne peut plus prétendre que tout va bien. Celui qui reste assis sur le bord d'un lit à écouter en silence pendant que quelqu'un craque pour la première fois depuis des semaines. Celui à qui on confie ce qu'on n'a jamais dit à personne, parce qu'il semble, pour une raison ou une autre, capable de l'entendre sans juger. C'est devenu une sorte de rôle non officiel dans notre dortoir. Juste parce que j'écoutais. Parce que j'étais là, un peu plus disponible, un peu moins rapide à changer de sujet quand les choses devenaient sérieuses. Et petit à petit, les conversations ont changé.
Elles sont passées de discussions de couloir sur les cours ou les soirées à des confessions, des doutes, des histoires lourdes. Ce que j'ai découvert pendant cette période m'a profondément marqué. J'ai appris que les gens sont bien plus complexes que ce qu'ils laissent paraître. Que derrière chaque sourire, chaque attitude désinvolte, chaque blague, il peut y avoir une tempête intérieure. Le mec populaire, celui qui faisait rire tout le monde au dîner, il se battait contre une dépression qu'il n'osait pas nommer. Celui qui semblait distant et froid, il vivait dans une tension constante à cause de la pression familiale écrasante. Un autre parlait de solitude, de se sentir invisible même en étant entouré. Il y avait des histoires de chagrin d'amour, de dépendance, de peurs existentielles, de traumatismes que personne ne soupçonnait. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental, tout le monde a ses démons. Absolument tout le monde. On vit dans un monde où les apparences ont tellement de poids qu'on oublie que chaque personne est un monde à elle seule, rempli de souvenirs, de blessures, de luttes. Ce qu'on voit en surface, c'est rarement la vérité complète. C'est une version filtrée, allégée, contrôlée. Être cette épaule sur laquelle s'appuyer, ce point d'ancrage temporaire pour ces gars pendant une période aussi incertaine que la première année de fac, ça m'a donné une perspective que je n'ai jamais perdue. Ça m'a appris à ne jamais prendre les choses pour acquises quand il s'agit des autres. À poser des vraies questions. À écouter sans vouloir résoudre, juste pour comprendre. À être attentif au silence autant qu'aux mots. Ce n'était pas toujours facile. Parfois, c'était lourd. Parfois, j'aurais voulu ne rien savoir. Mais au final, cette expérience m'a transformé. Elle m'a appris que la vraie force ne se trouve pas dans l'image qu'on projette, mais dans la vulnérabilité qu'on ose partager. Et qu'offrir un espace sur à quelqu'un, même pour quelques minutes, c'est peut-être l'un des gestes les plus humains et puissants qu'on puisse poser. Il y a des expériences qui redéfinissent complètement la manière dont on perçoit l'existence. Pas dans le sens poétique, pas comme une métaphore. Mais dans le sens le plus brut, le plus viscéral, le plus réel. Pour moi, ce moment-là, ça a été ma tentative de suicide. C'est étrange à dire, presque contradictoire, c'est en essayant de mettre fin à ma vie que j'ai recommencé à en voir la valeur. Et ce n'est pas une histoire de transformation magique ou de révélation instantanée. Ce n'est pas un « je me suis réveillé à l'hôpital avec un éclair de lucidité et tout allait mieux ». C'était lent, douloureux, confus. Mais ça m'a obligé à faire face à des vérités que j'évitais depuis longtemps. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai été contraint de regarder en face ce que je ressentais, ce que je portais, ce que j'avais cru être une impasse définitive. Et étrangement, en passant si près de la mort, j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais plus. Pas des grandes choses. Pas des rêves de gloire ou de réussite. Des choses minuscules. Le calme d'un matin. Une conversation sincère. Le goût d'un café chaud quand il fait froid dehors. Un rire que je n'attendais pas. Le simple fait de pouvoir respirer, marcher, ressentir. Tout ce qui me semblait autrefois sans intérêt a pris une profondeur nouvelle. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas toujours bien. Il y a encore des jours sombres. Des moments où le poids revient. Mais ce que j'ai appris, c'est que la douleur ne signifie pas que tout est perdu. Que le fait d'avoir voulu mourir un jour ne m'enlève pas le droit de vouloir vivre les suivants. Et surtout, que la honte n'a pas sa place ici. Parce que survivre à une tentative de suicide, ce n'est pas un échec. C'est une seconde chance. Une chance d'apprendre à vivre autrement. À ressentir autrement. Perdre ma mère à 19 ans a été le moment le plus dévastateur de ma vie. Rien ne prépare vraiment à ça, encore moins quand on est jeune, au milieu de l'université, sans frère ni sœur, sans figure paternelle vers qui se tourner. J'étais seul. Et pas seul dans le sens dramatique ou mélodramatique. Seul dans le sens brut, administratif, émotionnel, existentiel. Un jour, j'étais étudiant, encore un peu enfant, et le lendemain je devais devenir adulte à toute vitesse, que je le veuille ou non.
Il y a une forme de silence qui s'installe quand une perte aussi immense t'arrive à cet âge-là. Les gens autour de toi, même bien intentionnés, ne savent pas quoi dire. Ils évitent le sujet. Ils font comme si tu allais t'en remettre, ou comme si tu étais incroyablement fort pour tenir le coup. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque jour devient un exercice de survie émotionnelle. Et que parfois, tenir debout, c'est déjà un exploit. Mais ce que je n'aurais jamais anticipé, c'est ce que cette perte allait me révéler sur moi-même. J'ai appris ce dont j'étais capable. Pas dans le sens grandiose du terme, mais dans les petites choses, continuer mes études, gérer des démarches, me lever le matin alors que je n'en avais aucune envie. J'ai découvert que, même brisé, on peut avancer. Que même dans la douleur la plus sourde, il existe encore des éclats de beauté, des instants de paix, des moments de rire. Et, paradoxalement, c'est dans cette période de deuil que j'ai vécu certaines des connexions humaines les plus profondes de ma vie. Des amitiés qui se sont formées dans la vulnérabilité. Des discussions à cœur ouvert avec des gens qui, eux aussi, portaient des cicatrices. La mort de ma mère a été une fracture, mais elle a aussi été un point de départ. Elle m'a forcé à sortir de moi-même, à m'ouvrir, à créer du lien autrement. Aujourd'hui, je repense souvent à cette époque, pas seulement avec douleur, mais avec un certain respect. Parce que c'est là que j'ai compris ce que signifie vraiment vivre, perdre, reconstruire, perdre encore, aimer malgré tout. La vie, dans sa version la plus honnête, c'est une suite de destruction et de reconstruction. Rien ne reste figé. Rien n'est acquis. Et c'est dans cette instabilité permanente qu'on finit par trouver une forme de confiance. Perdre ma mère m'a presque détruit. Mais cela m'a aussi donné la preuve que même quand tout s'effondre, même quand on est seul, même quand la douleur semble n'avoir aucune fin, il est possible de continuer. Et parfois, dans cette suite de ruines et de reconstruction, naît une forme de bonheur plus vrai, plus sobre, plus essentiel. Il y a un moment dans la vie où on se retrouve face à soi-même. Sans excuse, sans filtre, sans distraction pour masquer la vérité. Pour moi, ce moment a été la réalisation, simple mais décisive, que je pouvais passer le reste de mon existence à me plaindre, à pointer du doigt les autres, à attendre que les choses changent d'elles-mêmes, ou je pouvais me lever et commencer à changer ce que je pouvais. Ce n'était pas un éclair de génie ni une illumination mystique. C'était juste un ras-le-bol. Un épuisement profond d'entendre les mêmes plaintes sortir de ma propre bouche. La même rengaine sur le boulot que je détestais, sur le manque d'argent, sur les opportunités qui ne venaient jamais. J'en étais arrivé au point où même moi je ne supportais plus mes propres excuses. Et c'est là que ça a cliqué, personne n'allait venir me sauver. Pas un manager, pas un ami, pas un gouvernement. Si je voulais que les choses changent, ça devait venir de moi. Alors j'ai commencé. Un peu à l'aveugle, sans plan parfait, sans garantie. J'ai cherché de nouvelles compétences à apprendre. J'ai lu. J'ai échoué. Je me suis relevé. J'ai recommencé. Et surtout, j'ai arrêté d'attendre que quelqu'un me donne la permission de vouloir mieux pour moi-même. Ce n'était pas une ligne droite. Il y a eu des détours, des rechutes, des moments de doute. Mais en regardant en arrière, il y a un avant et un après ce déclic. En 10 ans, j'ai réussi à tripler mes revenus. Ce n'est pas que l'argent qui compte, mais c'est un indicateur très concret de ce qui peut changer quand on reprend les commandes. Je ne travaille plus dans un job que je hais. Je ne me lève plus avec cette boule au ventre. Et surtout, j'ai arrêté de croire que je n'étais qu'une victime des circonstances. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce que je suis devenu invincible? Certainement pas. Mais je me regarde dans le miroir en sachant que je me suis sorti moi-même d'un trou que j'avais contribué à creuser. Ce que cette expérience m'a appris, c'est qu'on peut passer une vie entière à rationaliser l'immobilisme. À blâmer les autres. À attendre que les conditions soient idéales. Mais la vérité, c'est que le changement commence quand on accepte que personne ne nous doit rien. Et qu'en dépit des obstacles, il y a toujours une action, même minuscule, qu'on peut entreprendre pour aller dans la bonne direction.
C'est souvent ce petit geste, ce premier pas, qui déclenche tout le reste. Perdre environ 70 kilos a littéralement tout changé dans ma vie. On s'imagine souvent que la perte de poids est surtout une question de santé physique ou d'apparence. Bien sûr, ces aspects comptent, mais ce que je n'avais jamais anticipé, c'est à quel point cette transformation allait bouleverser ma façon de penser, d'agir, de me percevoir, et même d'exister au quotidien. Ce n'est pas juste que j'ai changé de taille de vêtements. Ce n'est pas seulement que je monte des escaliers sans être essoufflé ou que je peux courir après un bus sans sentir mon cœur exploser. Le véritable changement, celui qui a provoqué une réaction en chaîne dans toute ma vie, c'est ce que cette perte de poids a fait à mon esprit. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti capable. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Capable d'accomplir quelque chose de difficile. Capable de me fixer un objectif et d'y parvenir. Capable de dire non à l'auto-sabotage. Cette victoire m'a fait réaliser que j'étais en contrôle. Avec cette nouvelle confiance est venue une cascade de changements. J'ai commencé à oser plus. Oser postuler à des emplois que je pensais hors de portée. Oser parler à des gens sans penser immédiatement que j'étais jugé. Oser dire ce que je pensais sans me censurer, par peur de paraître faible ou ridicule. Les limites que je croyais être imposées par le monde extérieur venaient en réalité de moi-même. Elles étaient nourries par une image de moi que j'avais laissée stagner pendant des années. Ce qui m'a surpris le plus, c'est à quel point cette transformation mentale a touché des sphères de ma vie que je croyais complètement déconnectées de mon apparence physique. Mes relations se sont améliorées et ma manière de gérer le stress a évolué. Mon anxiété, bien qu'elle ne soit pas complètement partie, est devenue beaucoup plus gérable. J'ai appris à m'écouter, à me comprendre, à prendre soin de moi sans honte. Je pense qu'on sous-estime à quel point le corps et l'esprit sont liés. On parle souvent de l'effet de l'esprit sur le corps, mais beaucoup moins du pouvoir transformateur que peut avoir une évolution physique sur l'état mental. Je ne dis pas que perdre du poids est une solution magique. Ça ne résout pas tout. Mais dans mon cas, ça a été l'étincelle. Le point de bascule. Le moment où tout le reste a commencé à s'aligner. Prendre pleinement conscience que je n'accepterai pas de greffe du cœur et que ma vie sera plus courte que ce que j'ai toujours cru, c'est une pensée qui a redéfini tout mon rapport à l'existence. Ce n'est pas une décision prise à la légère, ce n'est pas un caprice ou un refus par orgueil. C'est une vérité nue, brutale, mais étrangement apaisante. Parce qu'à partir du moment où j'ai vraiment intégré cette idée, quelque chose en moi s'est arrêté de courir. J'ai cessé de lutter contre une angoisse constante de l'avenir, parce que ce futur lointain que j'imaginais depuis l'enfance, il n'est plus vraiment là. Il y a une forme de clarté qui vient avec la finitude assumée. Je ne suis plus dans une course pour atteindre des jalons arbitraires, des réussites standardisées que la société nous impose comme preuve de valeur ou de normalité. Je ne pense plus à la retraite, à « quand je serai vieux », aux longues prévisions financières ou aux rêves lointains qu'on remet toujours à demain. Mon demain est plus court. Mais paradoxalement, ça rend mon aujourd'hui plus vaste. Étonnamment, cette acceptation a allégé certaines choses. L'anxiété qui me tordait le ventre à l'idée de l'inconnu, elle a diminué. Parce que l'inconnu, je le connais maintenant. Ou du moins, je l'ai regardé droit dans les yeux. Il est là, et il ne me fait plus paniquer. Il m'attriste, oui. Parfois il m'écrase. La dépression, elle, ne s'est pas dissipée. Elle est même plus dense par moments. Elle tombe sans prévenir, comme une pluie soudaine et glaciale. Mais elle ne me fait plus fuir. Je la regarde venir, et je sais qu'elle passera. J'ai cessé de me battre contre l'inévitable, et dans cette reddition, j'ai trouvé une paix que je n'aurais jamais cru possible. Je ne cherche pas à enjoliver la réalité. Ce n'est pas beau, ce n'est pas romantique, ce n'est pas inspirant au sens traditionnel du terme. Mais c'est réel. Et dans cette lucidité, il y a un étrange soulagement. Ce que je vis maintenant, je le vis avec une intensité nouvelle. Les conversations sont plus profondes. Les moments simples, comme le goût d'un repas, le rire d'un proche,
une chanson que j'aime, tout cela prend une saveur presque sacrée. J'essaie de ne rien laisser filer. Je crois qu'on passe beaucoup trop de temps à essayer d'échapper à la mort, au lieu d'apprendre à cohabiter avec elle. Moi, j'ai été forcé à l'inviter à ma table. Et même si certains jours elle me vole toute lumière, elle m'a aussi enseigné une forme d'honnêteté radicale. Je n'ai plus besoin de prétendre que tout ira bien. Mais je peux choisir, malgré tout, de faire que chaque petit fragment de mon temps compte un peu plus. Dès que je commence à penser à l'univers, aux galaxies, au temps, à l'infini, tout me semble immédiatement dépourvu de sens. C'est comme si chaque chose que je faisais au quotidien perdait toute sa substance. Les routines, les objectifs, les responsabilités, les petits conflits absurdes de la vie de tous les jours, même mes propres ambitions, tout paraît dérisoire face à l'immensité de ce qui nous entoure. À quoi bon remplir des tableurs, envoyer des mails, chercher une promotion ou planifier un week-end quand, au fond, on est juste un amas de matière organique temporairement animée, flottant sur une sphère minuscule, elle-même perdue dans une mer d'étoiles vieilles de milliards d'années. Je ne pense pas que ce soit une pensée rare. En fait, je crois qu'une bonne partie des gens évitent activement de trop y réfléchir. Et je comprends pourquoi. Moi aussi, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça devenait trop lourd. Parce que plus je m'attardais sur cette sensation de vide cosmique, plus je sentais mes fondations personnelles s'effriter. Ça ne me rendait pas plus sage ou plus éclairé. Juste plus paralysé. Je devenais ce spectateur figé, incapable de jouer le rôle qu'on attendait de moi dans cette société qui n'a jamais demandé notre avis sur la pièce qu'elle joue. Alors j'ai décidé, ou peut-être que j'ai été contraint, de refermer cette porte dans mon esprit. Je l'ai verrouillée quelque part tout au fond, là où je sais qu'elle existe, mais où je choisis de ne plus aller. Je me lève chaque matin et j'enfile ce costume de fonctionnel. Je fais semblant d'être un rouage normal, un élément utile, un humain adapté. Je réponds aux attentes, je coche les cases, je souris quand il faut sourire. Et c'est devenu une stratégie de survie. Ce n'est pas que j'ai cessé de croire que tout est absurde. C'est que j'ai appris à faire avec. À vivre dans cette absurdité sans qu'elle m'avale. Parce qu'aussi étrange que cela puisse paraître, il y a une forme de dignité à continuer à avancer malgré cette prise de conscience. Un peu comme si, dans cette immense vacuité de l'univers, le simple fait de continuer à se lever, de créer des liens, de partager un repas ou d'aider quelqu'un, devenait en soi un acte de défi. Une réponse humaine à l'indifférence cosmique. Je n'ai pas trouvé de sens supérieur, et je ne pense pas en chercher un. Mais je peux créer du sens localement, dans ma toute petite échelle. Et parfois, c'est suffisant pour continuer. J'ai travaillé un temps en politique. Pas comme un simple spectateur ou militant de loin, mais vraiment à l'intérieur, dans les rouages, au cœur du système. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, a complètement bouleversé la façon dont je perçois non seulement le pouvoir, mais aussi les discours qui l'entourent. Il faut le dire clairement, la politique telle qu'elle est présentée en ligne n'a absolument rien à voir avec la politique telle qu'elle se vit dans la réalité. Rien. La différence est si profonde qu'elle en devient presque grotesque. Ce que les gens consomment sur les réseaux, ce sont des résumés caricaturaux, des montages soigneusement calibrés pour l'émotion, des indignations amplifiées, des prises de position exagérées jusqu'à l'absurde. Derrière l'écran, les nuances sont systématiquement supprimées au profit du choc ou du buzz. Mais sur le terrain, dans les couloirs, dans les réunions, dans les comités, les choses sont lentes, techniques, parfois frustrantes, parfois sincères, souvent absurdes mais rarement aussi claires que ce que l'on croit. Il y a énormément de contraintes, de compromis, de décisions impossibles. Les débats ne sont pas ceux que l'on croit. Les sujets qui montent sur Twitter ne sont presque jamais ceux qui occupent vraiment les équipes. Et l'écart entre ce que les citoyens perçoivent et ce que les élus vivent est beaucoup plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. Ce travail m'a rendu plus conscient, plus ouvert d'esprit, mais aussi plus méfiant. J'ai appris à ne plus m'arrêter aux slogans, à ne pas me faire piéger par les prises de position binaires. J'ai vu comment les réseaux sociaux transforment des débats complexes en petits combats spectaculaires,
et comment cela pousse les gens vers des opinions de plus en plus radicalisées sans qu'ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, je repère beaucoup plus vite les discours toxiques, les postures absurdes, les manipulations. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je vois à quel point les gens s'emportent pour de mauvaises raisons, sur la base d'informations mal comprises, ou pire, volontairement déformées. Et quand on a vu l'intérieur du système, quand on a compris à quel point les rouages sont fragiles, on ressent une forme d'impuissance très étrange. Ce sentiment que, même avec la meilleure volonté du monde, il est difficile de réconcilier le public et le processus politique. Que la colère est là, légitime parfois, mais souvent mal dirigée. Et ça rend anxieux, parce qu'on sait ce que l'ignorance peut produire. Parce qu'on voit comment le feu se propage, comment des idées ridicules deviennent des certitudes en ligne, comment des personnes se radicalisent dans l'illusion de la vérité absolue. Cette expérience m'a rendu plus professionnel dans ma vie quotidienne, plus structuré, plus calme aussi, mais d'une lucidité presque inconfortable. J'ai perdu un peu de cette naïveté que j'avais avant. Et même si cette lucidité me protège, elle me pèse aussi. Parce qu'une fois qu'on a vu ce qu'il y avait derrière le rideau, on ne peut plus vraiment retourner dans l'innocence confortable du citoyen lambda qui pense comprendre le jeu en regardant les extraits sur Instagram. Le divorce m'a arraché à une vie que je croyais stable. Mon ex a couché avec ma meilleure amie, puis est parti avec elle. Juste comme ça. J'étais mère au foyer avec un tout petit dans les bras et rien à mon nom. Pas d'économie. Pas de carrière en pause. Rien. Le genre de vide brutal qui vous laisse littéralement figé, comme si votre propre vie avait décidé de se dérouler sans vous. Je me suis effondré, bien sûr. Comment ne pas le faire? Mais très vite, quelque chose en moi s'est réveillé. Pas une rage aveugle. Pas une volonté de vengeance. Plutôt une sorte de lucidité glaciale, j'avais un petit garçon à élever. Et il allait apprendre comment réagir aux coups durs en me regardant faire. Je refusais qu'il grandisse en me voyant me consumer dans l'amertume ou la survie minimale. Je voulais qu'il voie une mère digne, debout, forte. Même quand c'était dur. Surtout quand c'était dur. La réalité, c'est que son père avait les moyens. Beaucoup. Une famille bien placée, des ressources sans fin. Moi, je venais d'un autre monde. Une famille modeste, de l'éducation en veux-tu en voilà, mais aucune richesse matérielle. Ça aurait été facile de me résigner, de me dire que la partie était perdue avant même de commencer. Mais j'ai refusé. Je me suis relevé. Lentement, douloureusement. J'ai repris des études dans l'informatique, parce que je savais que ce domaine pouvait m'offrir de vraies perspectives. Ce n'était pas une passion, au départ. C'était une stratégie de survie. Mais avec le temps, j'ai trouvé mon rythme, ma place. Aujourd'hui, je gagne mieux ma vie que beaucoup des gars avec qui j'ai étudié. J'ai mon propre logement, mon autonomie, mon respect. Et j'ai cette fierté tranquille de savoir que tout ça, je ne le dois à personne d'autre qu'à moi-même. 5 ans plus tard, je suis toujours célibataire. Non pas parce que je ne peux pas aimer à nouveau, mais parce que je n'ai plus besoin de quelqu'un pour valider mon existence. Son père s'est marié rapidement à celle qui a détruit notre couple, comme pour étouffer la honte sous une couche de normalité. Moi, j'ai pris le temps de me reconstruire. Et je suis forte. Je suis stable. Je suis en paix. Ce qui a profondément changé ma manière de voir les choses, c'est une réalisation toute simple en apparence, mais qui m'a frappé avec la force d'une vérité qu'on connaît sans jamais oser vraiment la croire: je n'ai pas besoin d'être la personne que ma mère voulait que je sois. J'ai 28 ans. Et à cet âge-là, je me disais que je devrais déjà avoir réussi. Vous savez, le fameux adulting dont tout le monde parle, avoir une carrière stable, une maison bien tenue, des repas équilibrés, un couple sain, un corps entretenu, des finances organisées, une routine efficace. J'étais convaincu que je devais cocher toutes ces cases. Parce que ma mère me l'avait toujours laissé entendre. Parce qu'elle avait, consciemment ou non, construit autour de moi l'image d'un adulte acceptable,
une version idéalisée qu'il fallait incarner pour être digne, respectable, en ordre. Mais à force de courir après cette version-là de moi-même, je me suis vidé. J'ai commencé à vivre à côté de ma propre vie, dans une sorte de rôle à moitié joué, en me jugeant en permanence pour chaque écart, chaque retard, chaque choix non conforme à ce qu'elle aurait approuvé. Et à 28 ans, j'ai craqué. Pas avec fracas, mais avec lucidité. Une lucidité calme, brutale et libératrice, je ne suis pas obligé d'être comme elle voulait. Je n'ai pas à porter ce costume taillé par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à elle de définir ce que signifie devenir adulte pour moi. Cette prise de conscience n'a pas tout résolu d'un coup, mais elle a changé ma trajectoire. J'ai commencé à faire le tri. À distinguer les attentes que j'avais intégrées sans réfléchir des véritables désirs qui venaient de moi. J'ai abandonné certaines ambitions qui n'étaient jamais les miennes. J'ai appris à être doux avec mes erreurs. J'ai même accepté de ne pas avoir encore toutes les réponses à presque 30 ans. Et surtout, j'ai arrêté de me punir pour ne pas ressembler à un modèle imposé. Être adulte, pour moi maintenant, ce n'est plus incarner un moule ou remplir un cahier de règles écrites par d'autres. C'est apprendre à me connaître. C'est choisir ce qui fait sens pour moi, même si ça dérange. C'est construire une vie alignée, même si elle ne ressemble à aucune brochure familiale. Et c'est parfois désobéir, ne plus chercher l'approbation, ne plus attendre d'être validé pour exister pleinement. Ce n'est pas toujours confortable. J'ai encore des automatismes, des jugements internes qui me viennent d'elle, de l'éducation, de la pression de tout ce qu'elle voulait que je sois. Mais maintenant, je les vois. Je les nomme. Et surtout, je leur réponds. Parce qu'à 28 ans, je commence enfin à m'appartenir. Un jour, je me suis assis, seul, à réfléchir, vraiment réfléchir, et j'ai eu cette prise de conscience brutale mais étrangement libératrice: personne ne se soucie de toi autant que tu le crois. C'est presque offensant au début. Tu grandis en pensant que chaque geste, chaque mot, chaque vêtement, chaque maladresse que tu pourrais commettre est sous le regard attentif des autres. Tu penses qu'ils vont te juger, te cataloguer, s'en souvenir, te pointer du doigt intérieurement. Mais non. La vérité, c'est que les gens s'en foutent. Ils te voient, peut-être. Ils te jugent pendant une demi-seconde, peut-être. Mais dans 5 secondes, tu n'existes plus pour eux. Leur attention est captée par autre chose. Leur téléphone, leur boulot, leurs propres reflets. Leurs propres insécurités. Tu n'es pas le centre de leur monde. Tu n'es même pas un figurant avec une ligne de dialogue. Et ce n'est pas triste. C'est libérateur. C'est cette réalisation-là qui a marqué un tournant pour moi, surtout face à mon anxiété et mon agoraphobie. J'ai passé tellement de temps à imaginer tous les scénarios où je serais jugé, rejeté, regardé de travers. J'évitais les lieux publics, les interactions, les situations où je pourrais mal faire. J'étais prisonnier d'un regard collectif qui, en vérité, n'existait que dans ma tête. Et oui, bien sûr, il y aura toujours des gens pour se moquer. Des passants pour rire dans leur barbe, des esprits mesquins qui tirent leur plaisir du mépris. Mais franchement, qu'est-ce que ça change? Je préfère être dehors, vivant, et risible si besoin, que de rester enfermé à pourrir derrière des murs, paralysé par des pensées qui n'appartiennent qu'à moi. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que ça fait? Si quelqu'un se moque? Si je trébuche? Si je porte quelque chose d'étrange? Si ma voix tremble ou si mes mains sont moites? Je suis en vie. Je suis dans le monde. Et cette vérité-là vaut toutes les petites humiliations imaginaires ou réelles. Aujourd'hui, je vis avec cette phrase comme une armure, et alors? C'est ma réponse à chaque peur ridicule qui remonte. Et alors si on me trouve bizarre? Et alors si je parle trop fort? Et alors si je suis jugé? Il y a de la dignité dans l'imperfection. Il y a de la liberté dans le fait de s'en foutre. Ce n'est pas une permission d'être cruel ou négligent, c'est un droit de ne plus se faire écraser par le regard des autres. La vie est courte. Trop courte pour rester caché dans l'ombre de la peur.
J'ai eu un grave accident de voiture. Le genre de truc qui fait comprendre à quel point tout peut basculer en quelques secondes. C'était à une période particulièrement sombre de ma vie. Vous voyez cette phase bizarre après le lycée, ce moment suspendu où vous n'avez pas encore commencé l'université, où tout le monde vous demande ce que vous allez faire de votre vie pendant que vous ne savez même pas pourquoi vous sortez encore du lit? C'était ça. Une angoisse permanente, une lassitude de tout, une sorte de vide intérieur que je n'arrivais pas à combler. Je ne vais pas mentir, j'ai eu des pensées noires, des idées suicidaires. Des jours où je me disais que si je disparaissais, ce ne serait pas si grave. Que ce serait peut-être même un soulagement. Et puis un jour, sans prévenir, tout a changé. Je conduisais mon petit SUV. Rien d'extraordinaire, juste un trajet de plus dans une journée sans éclat. Et là, l'accident. Je ne me rappelle même pas comment ça a commencé exactement. Tout est allé si vite. Le véhicule a basculé, j'ai fait un tonneau, je me suis retrouvé sur le toit. Le genre de scène que je n'aurais jamais pensé vivre un jour, que je croyais réservée aux films ou aux cauchemars des autres. Et pourtant, malgré la violence de l'impact, malgré le chaos, mon passager et moi étions en vie. Quelques coupures, un peu de raideur, des bleus ici et là, mais c'est tout. Rien de grave. Pas de blessures internes, pas d'hospitalisation prolongée. On aurait dû y passer, franchement. Mais non. On était là, choqués mais entiers. Et c'est là que tout a changé. Je sais que ça peut paraître cliché, mais au moment où je me suis extirpé de cette voiture retournée, j'ai ressenti quelque chose de puissant. Ce n'était pas de la peur, ce n'était même pas de la panique. C'était un sentiment de clarté brutale. Comme si mon corps criait enfin quelque chose que mon esprit refusait d'entendre depuis trop longtemps, j'ai envie de vivre. J'ai envie de respirer, de rire, de ressentir. J'ai envie d'être là. Tout ce mal-être qui m'écrasait, cette angoisse qui me bouffait les tripes, ce vide qui me collait à la peau, tout ça s'est dissipé comme une brume balayée par une bourrasque. L'accident ne m'a pas brisé. Il m'a réveillé. C'est étrange de dire que quelque chose d'aussi violent m'a sauvé, mais c'est la vérité. J'ai frôlé la mort et c'est ce qui m'a reconnecté à la vie. Ce n'est pas que mes problèmes ont disparu. Mais désormais, je les regarde avec un autre regard. Avec un cœur qui bat plus fort. Parce que je suis encore là. Parce que j'ai eu une seconde chance. Parce que j'ai compris que, même dans les périodes les plus sombres, tout peut basculer. Et parfois, c'est justement ce basculement qui nous ramène à nous-mêmes. Je faisais un doctorat, plongé dans un domaine que j'adorais profondément, mais j'ai fini par en être pratiquement éjecté. Pourquoi ? Parce que je refusais de sacrifier ma vie entière à un système qui exigeait de moi de travailler plus de 50 heures par semaine, tous les jours de l'année, sans exception. Pas de pause, pas de répit, et certainement pas de reconnaissance. Au départ, j'étais passionné. Vraiment. Ce que j'étudiais me fascinait, et j'avais cette idée romantique que si je m'investissais corps et âme, je finirais par faire une carrière épanouissante, intellectuellement riche et socialement valorisante. Sauf que la réalité n'a pas tardé à me rattraper, brutalement. La majorité de mon temps, honnêtement, au moins 55%, était englouti par de la paperasse administrative, des réunions inutiles, de la bureaucratie oppressante qui n'avait rien à voir avec la recherche. Et environ 30% de mon emploi du temps était consacré à des tâches vaguement liées à mes intérêts, mais souvent tellement éloignées de ce qui m'avait amené là que j'avais l'impression de me perdre un peu plus chaque jour. Ce qui me faisait vibrer au départ avait été relégué au fond d'un placard, étouffé par une montagne de responsabilités absurdes. En discutant avec des amis et connaissances qui ont ce qu'on appelle des « boulots normaux », j'ai commencé à entrevoir une autre perspective. Ils avaient du temps. Du vrai temps. Pour vivre, pour se reposer, pour respirer. Et surtout, ils n'avaient pas cette pression constante d'avoir à justifier leur existence professionnelle à travers la passion. C'est là que le déclic s'est fait. Toute cette idée qu'il faut travailler dur pour faire ce qu'on aime, qu'il faut être passionné, sinon tu n'y arriveras pas, c'est un mensonge. Un mensonge dangereux,
parce qu'il permet aux institutions et surtout à l'académie de profiter de nous sans nous offrir en retour ce qu'on mérite, du respect, de la stabilité, une qualité de vie décente. Dans le milieu universitaire, on pousse ce mythe encore plus loin. Tu es censé accepter des conditions de travail déplorables, des salaires ridicules et une charge mentale écrasante sous prétexte que tu aimes apprendre. Comme si la passion pouvait payer ton loyer ou remplir ton frigo. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'est terminé. Je ne me laisserai plus jamais entraîner dans cette spirale. Je ne ferai plus d'heures supplémentaires sans qu'il y ait une vraie compensation en retour. Et je ne parle pas d'un vague compliment ou d'un « merci » mielleux. Je parle de choses concrètes, tangibles, négociées. Argent, temps libre, évolution claire. Sinon, ce sera non. J'ai été sans abri à l'âge de 14 ans. En plein cœur de New York City. Manhattan, pour être précis. À cet âge, on est censé penser à l'école, aux amis, peut-être aux premiers amours. Moi, je pensais à où j'allais dormir chaque nuit, à comment j'allais manger le lendemain, à comment je pouvais rester invisible juste assez pour ne pas devenir une cible. Et pourtant, malgré tout ce que cette situation impliquait, je peux dire aujourd'hui, avec toute la lucidité que l'âge m'a donnée, que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça n'a rien de romantique, bien sûr. Ce n'était pas une aventure. Mais ce que cette expérience m'a enseigné, c'est quelque chose que peu de gens apprennent aussitôt et avec autant de clarté, rien dans ma vie ne va arriver si je ne le fais pas arriver moi-même. Personne ne viendra te sauver. Personne ne se lèvera un matin avec pour mission de t'assurer un avenir meilleur. Le monde tourne, implacable, et si tu veux t'accrocher à quelque chose, il va falloir que ce soit solide, construit par toi et pour toi. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais compté sur personne. Ce n'est pas par orgueil, ni par méfiance maladive. C'est une forme de lucidité. J'ai compris très jeune que dépendre d'autrui, c'est se mettre en position de faiblesse, de vulnérabilité. Et cette sensation de n'avoir aucun filet, je ne voulais plus jamais la vivre. Alors j'ai avancé, chaque pas ancré dans une volonté de ne devoir mes réussites qu'à moi-même. J'ai travaillé dur, j'ai appris à anticiper, à observer, à me débrouiller. Et petit à petit, j'ai construit une vie. Une vraie. Stable, décente, libre. L'année dernière, j'ai fêté mes 60 ans. Et quand je regarde en arrière, je ne vois pas de regrets. Je ne vois pas de colère non plus. Juste une longue ligne de décision prise avec une seule boussole, l'autonomie. Être maître de son destin, aussi souvent que possible, aussi lucidement que la réalité le permet. Mon ex. Quand je l'ai rencontré, il revenait d'Irak. Avant ça, il avait servi en Afghanistan, dans les marines. À l'époque, j'étais ce qu'on appelle une libérale radicale, et j'avais une vision très arrêtée, et franchement, très condescendante, de tout ce qui touchait à l'armée. Pour moi, ceux qui s'engageaient étaient des types bourrés de testostérone, agressifs, limités intellectuellement, qui aimaient se battre et qui voyaient dans l'uniforme un prétexte pour exercer de la violence légalisée. J'étais persuadé de détenir une vérité morale, politique, presque idéologique. Et puis il est entré dans ma vie. Et il a fait exploser tous mes préjugés. Il n'était rien de ce que j'imaginais. Il était doux, brillant, posé, capable d'écouter et de répondre avec une précision et une empathie qui m'ont tout de suite désarçonné. Il avait vu l'enfer, mais ne s'en vantait jamais. Il ne s'apitoyait pas non plus. Il expliquait. Il racontait. Il m'a appris ce que c'était que d'être en première ligne, non pas dans les termes abstraits des documentaires ou des débats politiques, mais dans la réalité physique, viscérale, d'un combat où tu ne sais pas d'où viennent les tirs, où ton cœur bat si fort que tu n'entends plus rien d'autre, où la seule raison pour laquelle tu es encore en vie c'est parce qu'un putain de grenade à tes pieds n'a pas explosé. Il m'a appris le silence après une mission, le poids des souvenirs, la complexité du devoir. Il m'a montré que le monde militaire n'était pas fait d'un seul bloc, et qu'on pouvait à la fois haïr la guerre et avoir servi avec honneur.
Il m'a forcé à sortir de mes schémas de pensée confortables, à interroger mes certitudes, à accepter que le réel est souvent plus nuancé que nos slogans. Et aujourd'hui, même si lui et moi ne sommes plus ensemble, je lui dois quelque chose d'immense. Je suis toujours athée. Je reste très critique envers les décisions politiques qui mènent à des conflits armés. Mais j'ai un respect profond et sincère pour les soldats, surtout ceux de l'infanterie. Pas pour la guerre. Pas pour les institutions militaires elles-mêmes. Pour les humains derrière les uniformes. Ceux qu'on envoie là-bas, dans la poussière et le sang, pendant que le reste du monde détourne les yeux ou se contente d'un hashtag. Travailler avec des délinquants sexuels à haut risque. C'est une expérience qui laisse une marque, et ce n'est pas une image poétique. C'est un poids. Une exposition directe, sans filtre, à la partie la plus sombre de l'humanité. Et je veux que ce soit très clair dès le départ, chaque individu avec qui j'ai interagi dans ce cadre était une personne horrible. Pas juste dans le sens de ce qu'ils avaient fait, mais dans leur comportement quotidien, leur regard sur le monde, leur rapport aux autres. Il n'y avait presque rien de rachetable chez eux. Aucune étincelle d'humanité évidente. C'était lourd, dérangeant, souvent écœurant. Et pourtant, ce que j'ai appris, c'est que chacun d'entre eux, sans exception, venait d'un passé brisé. Enfants maltraités. Famille détruite. Négligence extrême. Violence systémique. Pas un seul n'avait grandi dans un foyer stable. Pas un seul n'avait reçu ne serait-ce qu'un embryon de sécurité affective ou structurelle dans ses premières années. C'était un pattern si constant que ça en devenait presque mathématique. Quand on regarde l'horreur qu'un être humain peut infliger à un autre, on se demande souvent, comment devient-on un monstre ? J'ai vu une partie de la réponse. Pas toute, mais une bonne partie. Et c'était tragiquement banal, le monstre, souvent, naît dans le chaos. Je ne dis pas ça pour excuser quoi que ce soit. Rien, absolument rien, ne peut justifier les actes qu'ils ont commis. Ce sont des choses si ignobles, si destructrices, qu'il n'existe pas de langage assez fort pour en traduire l'impact. Ces hommes ont brisé des vies, souvent à répétition, et certains n'éprouvaient même pas de remords sincères. Ce ne sont pas des victimes. Mais ils ont été victimes, avant de devenir ce qu'ils sont. Et c'est là que quelque chose s'est allumé dans mon esprit. J'ai commencé à réfléchir à ma propre vie. À toutes ces choses que je tiens pour acquises, une famille aimante, un toit stable, des repas réguliers, quelqu'un qui m'a dit « je t'aime » sans vouloir quoi que ce soit en retour. Tout ça, ce sont des fondations invisibles. On ne les voit pas tant qu'on ne rencontre pas ceux qui n'ont jamais vu ces repères. Travailler avec eux m'a renvoyé à cette vérité inconfortable, le privilège ne se résume pas à l'argent ou à la couleur de peau. Le vrai privilège, c'est parfois d'avoir été aimé sainement dans l'enfance. Je suis tombée enceinte au début de ma dernière année de lycée. Le père ? Un gars qui, très honnêtement, n'avait rien d'un futur père. Immature, instable, complètement incapable d'assumer une quelconque responsabilité. Quand mes parents l'ont appris, ils ont réagi vite. Trop vite. Ils ont appelé une clinique le jour même, pris rendez-vous pour une IVG et m'ont quasiment escorté jusqu'à la décision. C'était présenté comme évident, presque logistique. Pas de débat, pas de conversation. Juste une échéance à cocher dans un calendrier familial déjà trop tendu. Je ne savais pas ce que j'étais censé ressentir. Je ne savais même pas si j'avais le droit d'avoir un avis. Je me suis retrouvé à marcher vers cette porte, encadré par une haie de protestataires criant des horreurs, brandissant des pancartes pleines de haine déguisée en morale. C'était irréel. Je ne pouvais pas croire que je devais traverser ça pour un choix déjà tellement lourd, que je n'étais même pas sûr d'avoir vraiment fait. Dans la salle d'attente, j'étais la plus jeune. À côté de moi, mon père, silencieux, un peu crispé. Autour de moi, des femmes bien plus âgées. Des femmes qui, à mes yeux d'adolescentes, avaient une vie adulte, une stabilité, peut-être même des carrières. Je ne comprenais pas ce qu'elles faisaient là. Pourquoi elles en étaient arrivées à cette décision, malgré leur âge,
malgré leurs ressources apparentes. J'ai appris plus tard que beaucoup d'entre elles étaient déjà mères. Le moment venu, j'ai vécu l'un des pires chocs émotionnels et physiques de ma vie. Ce n'était pas juste douloureux. C'était déstabilisant dans mes tripes, dans ma tête, dans ma perception même de qui j'étais. Une tempête s'est installée en moi dans les jours qui ont suivi. Et elle ne s'est pas dissipée de sitôt. J'ai sombré dans une dépression. Une vraie. Une où chaque journée ressemblait à une punition. Je ne savais plus comment me regarder en face, ni comment parler aux autres sans cette boule dans la gorge. Je détestais tout le monde, mes parents, ce gars, les gens dans la rue, les militantes hostiles à la porte de la clinique, et surtout moi-même. J'avais l'impression d'avoir été traversé par une expérience si intense, si fondamentalement bouleversante, que plus rien ne pourrait jamais revenir à la normale. Mais lentement, j'ai changé. Pas de manière spectaculaire, ni visible à l'extérieur. C'était plus profond. Plus intime. J'ai commencé à regarder les choses autrement. Le sexe, ce n'était plus juste une expérience entre deux personnes qui s'aiment, ou s'ennuient, ou s'amusent. C'était devenu quelque chose de puissant, de lourd de conséquences, d'intensément lié à des émotions que je ne comprenais pas encore totalement. J'ai commencé à ressentir une immense compassion pour les femmes. Toutes les femmes. Celles qui ont des enfants. Celles qui n'en veulent pas. Celles qui n'en peuvent plus. Celles qui doivent faire des choix impossibles, souvent seules. Cet épisode m'a fait grandir d'un coup. M'a propulsé dans une maturité que je n'avais pas demandée. J'ai appris que la vie est fragile, que les choix peuvent être violents, que la société est impitoyable quand il s'agit de juger ce qu'elle ne vit pas elle-même. Et pourtant, je suis encore là. Avec mes cicatrices. Avec ma lucidité. Avec une vision du monde un peu plus complexe, un peu plus humaine. Je n'oublierai jamais. Et même si je ne souhaite ça à personne, je sais que cette épreuve m'a rendu plus forte. Pas invincible. Mais ancrée. Un jour, presque sans prévenir, j'ai pris une double claque existentielle. Première gifle, je ne vais pas changer le monde. Et pas parce que je manque d'ambition ou de talent, mais parce que ce monde, dans toute sa complexité, son inertie, sa démesure, ne se laisse pas modeler facilement par les mains d'un seul individu. C'est une bête énorme, vieille, usée, et pleine de contradictions. Et moi ? Je suis une poussière dans la tempête. Une ligne de code dans un programme qui tourne depuis des millénaires. Seconde claque, presque en même temps, ce monde est fascinant. Vraiment fascinant. On vit à une époque où la connaissance est partout, où la technologie évolue plus vite que nos esprits ne peuvent suivre, où tu peux t'endormir en regardant une vidéo de plongée sous-marine au large des Maldives et te réveiller le lendemain en lisant des récits de missions martiennes simulées. On vit dans l'ère de l'information, de l'instantanéité, du chaos organisé. On a accès à plus d'idées, de cultures, de débats, d'œuvres, de découvertes que tous les empereurs, philosophes et rois réunis des siècles passés. C'est vertigineux. Alors voilà où j'en suis arrivé. Si je ne suis qu'un simple humain, un être de passage, ni héros ni génie, ni monstre ni messie, alors pourquoi ne pas simplement apprécier le voyage ? Pourquoi ne pas lâcher cette obsession moderne de laisser une trace, tout changer, marquer son époque, et à la place, vivre ? Observer. Apprendre. Créer un peu, même modestement. Partager. Aimer. Se planter, recommencer. Lire un livre juste parce qu'il est beau, écouter une chanson juste parce qu'elle fait du bien, rire avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter, ou avoir des convictions. Mais il faut aussi, parfois, se rappeler que nous sommes de passage. Que l'océan est vaste, que le courant est fort, et qu'il ne sert à rien de s'épuiser à le remonter si l'on peut apprendre à nager avec lui, les yeux grands ouverts. Et franchement, c'est libérateur. Parce que dans ce monde qu'on ne changera peut-être pas, il y a encore tant à voir, à comprendre, à ressentir. Alors autant être là pour de vrai. Autant savourer le peu qu'on a. Autant s'offrir le luxe de s'émerveiller encore, malgré tout.
Il y a un moment dans la vie où quelque chose bascule discrètement, et ça te change pour de bon. Pour moi, ce moment a été de réaliser que mes parents peuvent avoir tort. Vraiment tort. Qu'ils peuvent se tromper, faire de mauvais choix, dire des choses qu'ils ne pensent pas ou adopter des comportements problématiques sans même s'en rendre compte. Pendant longtemps, j'ai vu mes parents comme des piliers absolus, comme des figures d'autorité incontestables, façonnées par une sagesse que je pensais naturelle, automatique, infaillible. Mais la vérité, c'est qu'ils sont humains. Rien de plus. Rien de moins. Cette prise de conscience m'a tout d'abord dérouté. On se construit tellement longtemps en miroir de ce qu'ils attendent, en réaction à leurs règles, à leurs jugements, à leur silence même. Alors quand ce miroir commence à se fissurer, il y a une petite panique intérieure. Si eux ne sont pas infaillibles, alors sur quoi repose ce que j'ai appris d'eux? Sur quoi repose ce que j'ai construit de moi-même? Et pourtant, derrière le vertige, il y avait une forme de libération. J'ai commencé à regarder mes parents autrement. À les voir non pas comme les figures toutes-puissantes de mon enfance, mais comme des gens à part entière, avec leur propre histoire, leurs traumatismes, leurs limites, leurs peurs, leurs conditionnements. J'ai compris que beaucoup de leurs opinions venaient de là où ils avaient grandi, de l'époque dans laquelle ils avaient été formés, des modèles qu'ils avaient eux-mêmes reçus sans jamais les remettre en question. Ce ne sont pas des monstres, ni des saints. Juste deux personnes qui font ce qu'elles peuvent, comme tout le monde. Et c'est là que ma relation avec eux a changé. J'entre dans la cinquantaine, et je peux dire sans exagérer que c'est l'une des périodes les plus paisibles et satisfaisantes de ma vie. Pas parce que tout est parfait. Pas parce que j'ai tout compris. Mais parce qu'un jour, presque sans m'en rendre compte, j'ai arrêté de m'inquiéter pour 98% des choses qui m'angoissaient auparavant. Et c'est comme si tout un poids, que je portais depuis des décennies, s'était envolé sans que je le voie partir. Dans ma vingtaine, j'étais en mode vigilance constante. Est-ce que j'ai l'air assez bien? Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que je suis à la hauteur? Suis-je aimable, assez mince, assez brillante, assez calme mais pas effacée, affirmée mais pas arrogante? C'était une cacophonie mentale, permanente. Des standards impossibles à atteindre, souvent contradictoires, mais que j'essayais quand même de suivre, comme si ma survie en dépendait. Ensuite, dans la trentaine, j'étais épuisé mais toujours en train de courir, carrière, relations, famille, responsabilité. Toujours plus de cases à cocher, plus de fronts à gérer, plus de preuves à donner. Et puis, voilà. Je suis arrivé dans la cinquantaine, et tout s'est apaisé. Je ne dis pas que les problèmes ont disparu. J'ai toujours des galères, des doutes, des journées où rien ne va. Mais la différence, c'est que je ne me laisse plus définir par ça. Je ne ressens plus cette pression de plaire à tout le monde, de tout réussir, d'être irréprochable. Je choisis mes combats. Je connais mes limites. Et surtout, j'ai compris qu'il y a une liberté immense dans le fait de ne pas accorder d'importance aux choses superficielles. On apprend à dire non. À poser des limites sans s'excuser. À se foutre éperdument de ce que pensent les autres quand ce qu'ils pensent n'a aucune incidence sur notre bien-être réel. La confiance ne vient pas comme une illumination soudaine. Elle vient par l'usure des illusions. À force de tomber, de se relever, de recommencer, on finit par comprendre que ce qui semblait si capital à 25 ans, l'avis d'un inconnu, un regard désapprobateur, une imperfection physique, ne mérite plus notre énergie mentale. On se recentre sur l'essentiel, ce qui nous nourrit, nous apaise, nous rend vivantes. Alors, à toutes les femmes plus jeunes qui se sentent dépassées, peu sûres d'elles, perdues dans les attentes imposées par la société, la famille ou même leur propre regard, tenez bon. Une des idées les plus libératrices que j'ai comprises, après des années à trop réfléchir, à me tordre l'esprit en permanence, c'est celle-ci: quand tu penses que quelqu'un te juge, il ne te juge probablement pas. En fait, dans 99% des cas, il ne pense même pas à toi. C'est brutal à entendre au début, surtout quand on a grandi avec cette sensation permanente d'être observé, évalué, scruté.
Quand tu marches dans la rue et que tu ajustes ta tenue en pensant qu'un passant te trouve ridicule. Quand tu parles dans une réunion et que tu es convaincu que tout le monde s'attarde sur chaque mot, chaque hésitation, chaque regard. Quand tu rentres chez toi après une interaction banale et que tu passes une heure à rejouer la scène dans ta tête, persuadé d'avoir dit quelque chose de stupide. C'est épuisant. Et surtout, c'est faux. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que chacun est absorbé par ses propres préoccupations. La plupart des gens sont tellement occupés à gérer leur propre image, leurs propres insécurités, leurs propres angoisses, qu'ils n'ont ni l'énergie ni l'envie de juger qui que ce soit d'autre. Et même s'ils le font, ce jugement est souvent superficiel, momentané, vite oublié. Alors que nous, de notre côté, on le garde des heures, des jours, des semaines. On fait de ce jugement imaginaire un poids qu'on porte sans qu'il ait jamais réellement existé. C'est terrifiant au début de réaliser que personne ne pense autant à nous qu'on le croit. Mais ensuite, c'est incroyablement libérateur. Parce que si personne ne passe sa journée à te juger, alors tu es libre. Libre d'essayer, de te tromper, de recommencer. Libre de porter ce que tu veux, de rire trop fort, de dire des choses imparfaites. Libre de vivre sans cette voix constante dans ta tête qui dit « ils vont se moquer ». Ils vont remarquer. Ils vont juger. Et à force d'y croire, tu réalises que les seules vraies critiques qui comptent sont celles que tu t'infliges à toi-même. Que le regard le plus dur, le plus paralysant, c'est souvent le tien. Alors si tu arrives à relâcher un peu cette pression, à te donner un peu de répit, tu gagnes un espace immense pour simplement être. Et dans ce monde qui tourne à toute vitesse, dans lequel tout semble toujours exposé, partagé, analysé, ce sentiment de paix intérieure, aussi discret soit-il, est une véritable révolution. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.